Ouais, Monsieur Fenech, bonjour. 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 On va écouter tout de suite Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez était avec Sonia Mabrouk tout à l'heure et je lui disais, la droite s'est réveillée. C'est sidérant d'ailleurs. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps. Oui, vous avez dit tellement de choses, Georges, que bon, la droite s'est réveillée. Alors, je trouve ça sidérant, en fait. Elle a juste mis 40 ans parfois à se réveiller. Pas toujours, bien sûr. Bon, mais elle s'est réveillée. Et elle assume d'être de droite, sur le plan économique, sur le plan sociétal, etc. Mais, et il a fallu que Bruno Retailleau, d'une certaine manière, aiguillonne Laurent Wauquiez. Et vous avez deux candidats qui sont de très grande qualité, tous les deux intellectuellement, qui ont le corpus idéologique pour maintenir ces idées-là, et qui manquaient dans le paysage, puisque c'était une honte d'être de droite. Bon, il est peut-être trop tard, parce que Madame Le Pen a beaucoup d'avance. D'imaginer un candidat républicain au deuxième tour, les bookmakers, à mon avis, ne doivent pas prendre... je ne sais pas si vous le savez, mais Monsieur Wauquiez est un marathonien. Oui. Il a fait le marathon de Paris, vous le savez. Oui. Oui, mais ceux qui courent plus vite, c'est les sprinteurs. Les longues distances, il les connaît. Oui, j'entends bien. Mais oui. tout est possible, comme toujours. Alors, il a fait ce matin un appel du pied à Sarak-Nacho. Oui. Quand même, c'est pas neutre. C'est pas neutre. En fait, je trouve ça très intéressant parce que vous avez d'un côté un ticket. Alors, Bruno Retailleau s'en défend, mais il y a un ticket qui se dessine entre Bruno Retailleau et potentiellement Édouard Philippe. Et de l'autre côté, Laurent Wauquiez qui, ce matin, je crois pour la première fois à ma connaissance, fait un appel du pied à Reconquête, aux électeurs de Reconquête, d'ailleurs plus qu'au parti Reconquête. Non mais attendez, moi je veux bien... Retailleau et Édouard Philippe, c'est pas la même ligne. Édouard Philippe, il préfère voter pour le Parti communiste. On est bien d'accord. Et c'est pas exactement... Et Édouard Philippe, Édouard Philippe, c'est le macronisme, il se passera rien, vous pouvez continuer. Alors ça, c'est la même chose. Les gens ont le droit d'ailleurs, ils peuvent préférer Emmanuel Macron. 8 ans, c'est la ligne droite. Le voile dans le sport, Retailleau est vendu. Voilà, ils ont raison. Mais Édouard Philippe, c'est la synthèse de ce qui n'a pas marché pendant 40 ans. Ça pourra peut-être marcher le prochain coup. Dans les intentions de vote. Ça pourra peut-être marcher le prochain coup. Vraiment, mais jusqu'à présent, c'est Alain Juppé, c'est cette filiation-là. C'est effectivement des gens... Alors, t'es sûr qu'il ne se passe rien. Et la rupture, effectivement... c'est autre chose. Et c'est pour ça que vous m'étonnez que M. Retailleau se fasse avec Édouard Philippe. Il s'en défend, mais c'est un ticket qu'on entend, qui a dû se rencontrer au Havre. Voilà, écoutez, c'est un drôle de ticket. Mais en revanche, je voudrais qu'on écoute Laurent Wauquiez, qui s'est exprimé ce matin, et c'était très frappant, son positionnement idéologique. Écoutons. Moi, j'ai le soutien de ceux qui veulent qu'il y ait une droite forte, libre et indépendante. C'est ça ce que je porte. Et souvenez-vous, on est sur le jour anniversaire de Jacques Chirac, de son élection. Jacques Chirac contre Édouard Balladur. 95. Tous les chapeaux à plumes étaient du côté d'Édouard Balladur. Donc vous êtes qui dans ce duel ? Et moi, je fais une campagne à la Chirac. Et je voudrais lui rendre hommage sur un point qui est trop souvent oublié. Vous connaissez bien sa citation. Ça va en escadrille. Oui, je sais. Oui. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aimais chez Jacques Chirac et qu'on a oublié dans son bilan. C'est celui qui a fait voter une loi pour interdire le voile au collège et au lycée. C'était le début de mon engagement politique. J'étais à ses côtés dans la commission qui l'a recommandé. Et c'est pour ça que je souhaite aussi que la parole libre des Républicains impose à un François Bayrou qui ne le veut pas une loi d'interdiction du voile dans le sport. J'entends. On rappelle qu'Édouard Philippe a été quand même le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Il est quand même associé à... bien sûr. Je ne sais pas si c'est un échec, mais ce n'est pas une réussite. Disons-le. Bonjour, monsieur Éric Nolot. Qu'est-ce qui se passe ? Pour j'essayer d'entrer discrètement, la ligne 10 est fermée. J'ai pris le taxi. Je suis victime des transports en commun. La ligne 10 est fermée, oui, c'est la seule qui mène ici. Oui. D'accord. Ah, bah oui, mais tous les On n'a pas un chauffeur personnel, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai une calèche, bien évidemment. J'ai une calèche. Bien sûr. Je pensais que tous les chemins menaient jusqu'à notre studio, mais il n'y a que la ligne 10, manifestement. Non, il n'y a que la ligne 10. Bon, vous avez manqué notre début d'émission. Nous parlons de la droite qui s'est réveillée, figurez-vous, avec Laurent Wauquiez. Oui, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Edouard. Alors, est-ce que votre phrase est en deux parties. La droite s'est réveillée, c'est une bonne nouvelle. Avec Laurent Wauquiez, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Pourquoi vous dites ça? Je ne crois pas que les espoirs de la droite reposent sur Laurent Wauquiez. Pourquoi? Il repose sur Je ne le sens pas. Je sens pas. C'est pas très argumenté. Si vous permettez. Je reprends mon souffle. Oui. J'ai interviewé comme vous beaucoup d'hommes politiques. Il y a très peu de gens qui m'ont donné une telle impression d'insincérité. Ah ça y est, c'est reparti. Oui. Non, mais je vous le dis, j'ai quand même interviewé des centaines d'hommes politiques. C'est celui qui m'a donné le plus ce sentiment d'insincérité, de ne pas penser ce qu'il dit, de faire des coups, de faire des embardées. Saint-Pierre et Miquelon étaient d'ailleurs un peu dans ce registre. Donc
À mon avis... Saint-Pierre et Miquelon, c'est pas de l'insincérité. Saint-Pierre et Miquelon, c'est... Je sais que c'est pas réalisable, mais il se dit ça va toujours faire un peu de buzz. Voilà. C'est pas la même chose que ce soit pas réalisable. Oui, je maintiens que c'est pas très argumenté, si vous me permettez. Mais en revanche, on lui reprochait précisément ce que vous dites longtemps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un poil différent. Mais... Il s'en est expliqué d'ailleurs ce matin, parce que Sonia lui a posé la question. Il a dit, écoutez, j'essaie de faire un travail, je constate qu'on me fait ce reproche. Il a pour lui la constance des idées, c'est ce qu'il a dit ce matin. Est-ce qu'on a un deuxième passage de Laurent Wauquiez quand il fait un appel du pied à Sarah Knafo? C'est quand même le plus intéressant, parce que Sarah Knafo, sur l'échiquier politique, c'est a priori ce qu'il y a de plus à droite sur le plan libéral, et vraiment une économie très libérale, et sur le plan sociétal. Écoutons. Ce pourquoi moi je plaide, si c'est précisément pas pour se diluer dans la Macronie, c'est pour avoir un candidat de droite qui rassemble tous les Français. Vous pourrez parler jusqu'à Reconquête pour vous? Mais évidemment, qui partage toutes les valeurs de la droite. Pourquoi pas l'alliance, la fameuse alliance des droites? Moi, ma conviction, c'est que ça ne passe pas par des accords de parti. Ma conviction, c'est que ça passe par le fait de rassembler les électeurs. Par exemple, j'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un comme Sarah Knafo. Sarah Knafo est quelqu'un de talentueux sur les sujets économiques, sur les sujets de sécurité, d'immigration, avec des caractères... Vous lui dites, elle, de venir vers vous plutôt que vous vers une alliance des droites? Non, ce à quoi je crois, c'est le rassemblement de tous les Français qui partagent les valeurs de droite, quel qu'ait été leur vote par le passé. Mon objectif est de pouvoir faire revenir des gens qui sont partis à Reconquête. Mon objectif est de pouvoir faire revenir des gens qui sont partis au RN. Mon objectif est de pouvoir faire revenir des gens qui sont partis dans la Macronie à droite. Mais à droite. Bon, à mon avis, il a mis la zizanie dans le couple. Il n'a pas dit Éric Zemmour, il a dit Sarah Knafo. Manifestement, Éric Zemmour, il peut être considéré comme toxique, entre guillemets, pour Laurent Wauquiez et pour une partie de l'espace médiatique. Sarah Knafo échappe à cela parce qu'il y a une dimension personnelle chez elle qui séduit effectivement ses interlocuteurs. Et on l'a vu dans une émission, par exemple, dimanche, où elle a mis par terre 3 journalistes qui l'interrogeaient. Éric Zemmour a eu des mots parfois très durs contre Laurent Wauquiez, ce qui peut expliquer aussi cette forme de prudence. Donc on peut entendre qu'il se tourne davantage vers Sarah Knafo que vers Éric Zemmour. Sabrina Medjaber. Un tout petit mot, je pense qu'Éric Zemmour est considéré comme trop clivant. Sarah Knafo, qui a de plus en plus de surface médiatique, séduit par son talent parce qu'elle est réellement déjà engagée, patriote et implacable sur le réel et les chiffres qu'elle donne. C'est quelqu'un de très analytique et je trouve intéressant que pour une fois, on puisse, parce que la frontière en réalité est très ténue parmi les barons de la droite, et je trouve intéressant qu'aujourd'hui, Laurent Wauquiez puisse penser d'ouvrir les LR à des talents, rassembler les talents pour un projet commun de droite. C'est-à-dire reconstruire finalement un projet idéologique réellement à droite. C'est ça que je trouve intéressant. Mais ça passe toujours par des hommes et des femmes. C'est l'incarnation. Bien sûr. Sarah Knafo, à chaque fois qu'elle vient quelque part, d'ailleurs, elle est très peu attaquée. Oui, je vois parce qu'ils ne savent pas comment l'attaquer. Le niveau est très faible en face aussi. Elle est plus intelligente que ceux qui l'interrogent. Elle pousse des sujets et elle a réussi. Donc, et comme avec beaucoup de calme et de sang-froid, elle est plie, si j'ose dire, du verbe plier. Elle est brillante. D'accord, mais faisons un tour de table et dites-moi ce qui sépare idéologiquement Éric Zemmour de Sarah Knafo. C'est la même ligne. Moi, je vois bien qu'il y a une dimension psychologique. Je suis très admiratif du talent de Sarah Knafo. Je dis tout de suite que c'est une amie, donc je suis tout à fait objectif. Je suis tout à fait admiratif de son talent. En effet, sa démonstration là, face à ces journalistes qui se comportaient plutôt en inquisitrice qu'en journalisme. Enfin, ça, c'est un autre débat. Enfin, M. Wauquiez veut s'allier avec quelqu'un qui est très proche idéologiquement d'Éric Zemmour. Donc ça va être cette ligne-là. Après, l'union des droites en commençant par écarter Zemmour, c'est un peu une contradiction dans les termes. Quoi. Mais il écarte Zemmour. C'est très intéressant en théorie l'idée de Laurent Wauquiez qu'il faille briser le cordon sanitaire qui sépare LR d'un certain nombre de partis de droite. Maintenant, je pense que ce parti a 3 écueils. Son bilan lorsqu'il était au pouvoir, sa technostructure. Je ne suis pas sûr que Xavier Bertrand et Mme Pécresse soient exactement sur la ligne de Laurent Wauquiez. Et le dernier écueil, c'est qu'il n'y a plus d'électeurs. Ils se sont repliés depuis des années sur une sociologie électorale extrêmement restreinte. Et je ne suis pas sûr que toutes les classes populaires
populaire, l'électorat des actifs, disons, qui soit parti chez le RN, puisse revenir demain chez LR. Je pense que vous avez raison. C'est un vote d'adhésion maintenant. Joachim, vous avez sans doute raison. Il est peut-être un peu tard, ce changement de On en reparlera. Oui, évidemment qu'on en parlera. On en parlera. Cher Vous ami. êtes trop défaitiste, je crois. Je ne suis pas défaitiste. Défaitiste pourquoi? Je ne suis pas militant dans cette affaire. J'observe et je pense que ça va être compliqué, forcément. Moi, je pense que des gens comme Laurent Wauquiez et d'autres vont tracer leur chemin de rassemblement. Oui, il ne s'agit pas de faire des unions de partis. Bien sûr. Il s'agit d'avoir un programme et de l'incarner. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. C'est un problème d'incarnation. Je suis bien d'accord avec vous. Et de programme aussi. Et puis alors, le troisième passage, c'est Édouard Philippe. Alors, Édouard Philippe, c'est la droite, me semble-t-il, que les électeurs de droite ne veulent plus, précisément puisqu'il n'est pas vraiment de droite. Droite du centre. Oui, droite du centre. C'est une bonne raison d'ailleurs, finalement, qu'un électeur de droite ne veuille pas d'Édouard Philippe, puisqu'il n'est pas vraiment de droite. Voilà. Bon. Donc, ils ont ce sentiment que, bon, on sait ce que c'est. Voilà, ils ont déjà donné, si j'ose dire. Écoutez ce qu'elle a dit sur Édouard Philippe. Si jamais le chef de notre famille politique est resté dans le gouvernement de Bayrou et de Macron, à l'arrivée au moment de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on nous dira tout naturellement qu'il faut aller soutenir le candidat de la Macronie, Édouard Philippe, c'est-à-dire un candidat dont le projet politique est d'aller de Anne Hidalgo jusqu'à la droite. Moi, président des Républicains, je ne me laisserai pas imposer un candidat de la Macronie. Mon projet, c'est un duo avec Bruno Retailleau, pas un duo avec Édouard. Pardonnez-moi. Ça, c'est intéressant quand même, un duo avec Bruno Retailleau et de rassembler ceux qui sont plutôt d'accord, ce qui est plutôt logique, sur la même ligne. Son argument, c'est de dire que la parole de Bruno Retailleau se dilue un peu dans le macronisme à mesure qu'il reste dans le gouvernement. Et là où je pense qu'il marque un point, c'est qu'à la fin, quand viendra l'élection présidentielle, si vous avez été le ministre de M. Macron, vous arrivez... Édouard Philippe, il voulait fermer le Puy du Fou pendant le Covid. Il voulait fermer le Puy du Fou. Non, mais donc, il voulait les 80 fermer. C'était un... Voilà. Moi, je l'ai vu pendant le Covid. Nous l'avons vu pendant le Covid et on voit... C'est un pur techno. Non, vous êtes injuste avec C'est un Édouard maître Philippe. clientéliste également. Il y a un grand avantage. Édouard Philippe, c'est comme avec un épisode de Derrick, on est sûr qu'il ne va rien se passer. Moi, je trouve qu'il y a une forme de certitude très apaisante. J'avais écrit un papier dans le Figaro il y a quelques semaines, à force de parler comme Alain Juppé, Édouard Philippe risque de finir comme lui. Je reste sur cette ligne aujourd'hui. Bon. Mais je pense que c'est ce qui fait sa force, cette sorte d'inaction, d'immobilisme. C'est aussi rassurant. Je pense qu'il y a des gens qui vont se réfugier dans le vote pour Édouard Philippe. Et il a quelque chose contre lui, il aura l'espace médiatique avec lui. Ça, parce que les gens, l'espace médiatique n'aiment rien tant que des gens de droite qui ne sont pas de droite. Alors ça, ils l'adoreront. Vraiment, et c'est pour ça qu'il va à la fête de l'humanité d'ailleurs. Ils adorent ça. Ça marche avec donc, aussi. Et ils diront, vous êtes vraiment un homme formidable de droite parce que vous êtes vraiment respectable. Vous n'êtes pas comme ces fascistes qui sont plus à droite. Donc ça, il aura l'espace médiatique avec lui. Bon, un mot sur le Pakistan parce que c'est une actualité dramatique. Des échanges de tirs entre l'Inde et le Pakistan ont fait au moins 34 morts tôt ce matin le long de la frontière contestée du Cachemire. Alors, je sais que c'est les uns et les autres qui nous écoutent ne connaissent sans doute pas précisément. Notre ami en plus Vincent Hervouette n'est pas là ce matin, il sera là la semaine prochaine. Et j'aime quand il est là parce qu'il nous décrypte avec précision les enjeux, les conséquences de ce qui se passe entre Jammu et Cachemire, entre le Pakistan et l'Inde. Mais je vous propose d'écouter ce que disait ce matin Claude Moniquet, qui était sur notre antenne. Ce sont deux puissances nucléaires. Qui peut dégénérer, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu 3 guerres majeures entre le Pakistan et l'Inde en 1947, 1965 et 1971, plus des conflits plus locaux, ce qu'on appelle la guerre des glaciers à Kargil en 1999, des conflits à 3 reprises, des petits conflits frontaliers. Alors, jamais, à aucun moment, ça n'a dégénéré vers un conflit nucléaire. Apparemment, les deux puissances, à ce niveau-là, ont beaucoup de mal à contenir leurs nationalistes et pour le Pakistan, beaucoup de mal à contenir l'action de ses propres services de renseignement, l'ISI, qui sont souvent derrière le Lashkar-e-Taiba, le groupe terroriste qui a commis le terrible attentat de Pahalgam, l'attentat le plus grave en Inde depuis 1998, depuis 2008, depuis Bombay.
Mais pour ce qui est du contrôle de l'arme nucléaire, là, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'inquiétude. Enfin, si, il y a eu des inquiétudes, mais qui ne se sont pas réalisées. Donc, on peut penser que ça ne dégénérera pas à ce point-là. En revanche, effectivement, on est sur une confrontation qui, quand même, s'annonce comme pouvant être majeure, avec des bombardements de l'aviation, 5 avions indiens qui ont été abattus dans la nuit, d'après les Pakistanais. Au moins 8 Pakistanais et 8 Indiens, des civils chaque fois, qui ont été tués. L'Inde qui menace de couper l'eau, puisque beaucoup de fleuves qui arrosent le Pakistan passent par l'Inde. L'Inde qui a menacé hier de couper l'eau au Pakistan. Donc on a vraiment tous les éléments sont réunis pour que cette petite région du Cachemire, qu'on voit sur la carte, que les deux pays se disputent depuis 1947, soit le foyer d'un nouveau conflit majeur entre les deux pays. Claude Moniquet, je le remercie pour la qualité de ses explications. Jean-Noël Barrot a pris la parole également, le ministre des Affaires étrangères. J'étais même à New York la semaine dernière pour faciliter l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une déclaration condamnant cet attentat terroriste. Nous espérions que le Pakistan puisse, lui aussi, dénoncer avec beaucoup de force cet attentat. Nous comprenons l'aspiration de l'Inde à se protéger contre le fléau du terrorisme, mais nous appelons évidemment l'Inde comme le Pakistan à la retenue pour éviter l'escalade et évidemment à la préservation des civils. Et Georges Fenech le disait il y a un instant, ce sont deux pays qui ont l'arme nucléaire. Bien sûr. 2 puissances nucléaires supplémentaires qui se manifestent après la Russie, la Corée. Enfin, vous voyez, c'est quand même, on est dans un monde qui est de plus en plus dangereux. Et l'Inde est dotée de Rafale. Mais oui, ça vous fait sourire. Mais... Non, mais ça me fait sourire. Ça vous fait sourire. Non, ça me fait pas sourire, mais ce qui me fait toujours sourire, c'est lorsqu'on enfonce des portes ouvertes. Ah, vous croyez? Donc le monde Ces deux portes ouvertes, elles n'étaient pas ouvertes, ces deux portes-là. Elles sont ouvertes là cette nuit. Hein. Mais il est de plus en plus dangereux. Oui. Bien sûr qu'il est de plus en plus dangereux, le monde et les sociétés le sont, mais c'est aussi l'histoire on va dire que des banalités, c'est l'histoire du monde. Écoutez, faisons ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, le monde, il a toujours été dangereux, en fait. Et les gens se sont toujours... Pardonnez-moi, c'est des banalités qui retentissent de manière un peu particulière. Oui, non, mais vous avez raison. Guerre nucléaire, guerre de l'eau. Oui. L'eau, c'est un enjeu. Ça me fait pas sourire. Non, mais moi, ça me fait... Pardon d'avoir dit une banalité. Mais non, mais ça me fait pas sourire, cher Georges. De constater, de faire ce constat. Alors, je retire. 2 puissances nucléaires à nouveau. Excusez-moi. L'agriculture, c'est un quart du PIB pakistanais. Excusez-moi, vous avez raison. La guerre de l'eau. Le conclave. Alors, le conclave. Extraordinaire. Est-ce que vous êtes sensible à cette liturgie, bien sûr. Non, mais l'Église... En plus, qui ne croyait ni au ciel, ni à rien. Mais je suis entre les deux, moi. Moi, j'admire les gens qui peuvent vous dire je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu, comme j'aime l'ananas ou j'aime pas l'ananas. Moi, par exemple, j'aime pas l'ananas. C'est un truc que j'arrive pas à manger. Je peux être très, très affirmatif sur Dieu. Ça mérite quand même quelques précautions, il me semble. C'est pas la même chose. Je peux vous dire, je suis supporter d'Arsenal. Je peux être très, vraiment... Vous êtes supporter d'Arsenal? Je le suis depuis des années, je le serai. Mais pas contre le Paris Saint-Germain. Évidemment que si. Je suis très intelligent. Je suis très Vous partez dans la ligne 10. Je ne veux plus vous voir. Sur votre question, je trouve que l'Église a compris 2 choses, et c'est pour ça qu'elle dure depuis 2000 ans, l'importance de la forme, du cérémonial et du mystère. Et là, c'est combiné de manière extraordinaire. Cela dit, une part du mystère a été levée par le film Conclave. Maintenant, on sait quand même un peu comment... Oui, mais elle a surtout compris qu'il ne faut rien changer. Mais non, voilà, ça n'a pas bougé. Les sociétés, parfois, qui s'ouvrent, elles meurent. Et celles qui restent sur leur ADN, elles perdurent. Simplement, il faut quand même... C'est changer sans changer. C'est ça, la difficulté. Mais ce que je dis là, c'est vrai. Vous parlez foot. C'est vrai pour Barcelone, ce que je dis là. C'est ça qui est étonnant. Quel match? Oui, mais c'est-à-dire que vous avez un ADN, il doit quand même évoluer, mais cet ADN, il ne doit pas changer. Et toute la difficulté, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une institution, c'est vrai pour tellement de choses... Il faut garder son ADN. Si tu touffes, tu meurs. Et sans faire le... Et ça vaut pour l'heure des pros, je dirais. Oui. Dans Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss, il explique ça très bien. Il avait étudié des dizaines de petites peuplades, d'ethnies, et il avait dit, celles qui se sont ouvertes, elles sont mortes.
Puis la notion de seuil de tolérance. Il ne faut pas s'ouvrir. Lévi-Strauss. Mais il faut pas s'ouvrir, mais il faut quand même s'ouvrir. Vous voyez, tout ça est complexe. Non, mais c'est vrai que C'est l'histoire de la droite, d'ailleurs. Mais si vous me permettez. dans ce cas-là, ça s'est ouvert. La composition du collège des cardinaux a quand même beaucoup évolué, donc il bouge un peu, mais sur les formes, Et la liturgie. le cérémonial, la liturgie, il ne bouge pas. Pas de sauf portable, on oui, n'entretient pas- pas de moyens de un communication. portable, non, attendez. Non, mais ils auraient pu dire, ah ben voilà, la modernité. Non, Non, pas de il reste- modernité. non. La fumée blanche. Voilà, la fumée blanche, ou probablement noire ce soir, quand même, ce serait étonnant. Mais vous avez surprise. Ah. On ne sait pas. Et On deux ne sait tiers pas. aujourd'hui, ce serait étonnant, mais enfin bon. Annuncio vobis gaudium magnum abemus papam. Quand tu as dit ça dans ta vie, tu peux... Voilà. Ça qui est formidable. En latin, tu peux mourir tranquille, comme disait Thierry Roland. Je voudrais qu'on voit le sujet d'Anaïs Baucher, les dernières infos. Quand je dis les dernières infos, non, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de sondage. Voilà. Pas de dernières infos dans l'éternité, ça n'a pas de sens. L'Église est immortelle, elle n'est pas éternelle. Dieu est éternel. Si vous me permettez. Comme... L'Église de Dieu, donc elle est éternelle aussi. Non, parce que l'immortalité a un début, n'a pas de fin. L'éternité n'a pas de début et n'a pas de fin. Ah, subtil. Ah, bah, tiens. Alors là, Ne bouge pas. je l'ai sauvé, là. Abemus Thomaïl.